À l'âge d'or d'Hollywood, de véritables chefs-d'œuvre sont nés. Chaque réalisateur, producteur et acteur a mis tout son cœur et son âme pour réaliser des films qui résisteraient à l'épreuve du temps. C'est pourquoi nous l'appelons souvent l'âge d'or d'Hollywood. Mais voici quelque chose que vous ignorez peut-être. Il y a de nombreux films fantastiques de cette époque qui n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient vraiment. Plongeons dans 6 de ces trésors cachés. L'Impératrice Rouge, 1934. Joseph von Sternberg et Marlène Dietrich ont collaboré pour 7 films inoubliables. Chacun est unique. Pourtant, vous pouvez toujours repérer le style visuel sophistiqué et parfois bizarre de Sternberg. Mais voilà, le fantôme de l'impératrice est souvent négligé par rapport à leur collaboration plus célèbre. Ce film offre un aperçu fascinant de la vie de Catherine la Grande et pourrait bien être l'entreprise cinématographique la plus somptueuse de Sternberg. Même s'il s'agit d'un biopic, le film ne se conforme pas strictement aux faits historiques. Au lieu de cela, il crée un monde presque surréaliste où chaque plan est méticuleusement composé et d'une beauté stupéfiante grâce à la légendaire cinématographie de Sternberg. C'est grotesque, exagéré et absolument fascinant. On ne peut s'empêcher de se demander comment un film aussi stylisé a pu être réalisé à l'époque où le système des studios était centré sur des histoires axées sur l'intrigue. Labeled Lady, 1936. Imaginez voir le duo dynamique de l'introuvable, Myrna Loy et William Powell, aux côtés des stars de MGM, Jean Harlow et Spencer Tracy. C'est exactement ce que vous obtenez dans Labeled Lady, une comédie loufoque sous-estimée des années 1930. L'histoire est délicieusement folle. Haggerty, le journaliste joué par Tracy, et sa fiancée Gladys, jouée par Harlow, essaient d'éviter une amende de 5 millions de dollars en mettant en place un plan extravagant. Cela implique que Gladys épouse Bill Chandler Powell et que Bill séduise le personnage de Loy. Naturellement, les choses échappent au contrôle à partir de là. L'intrigue semble encore plus folle et plus drôle qu'elle ne l'est, et voir ces 4 stars ensemble est un véritable régal. Il y a des tonnes de rebondissements et de gags, et la haute qualité de production garantit qu'il est aussi beau que drôle. Bien que tout le casting brille, Jean Harlow vole la vedette. Son génie comique et son charisme sont à leur apogée, et il est déchirant de penser qu'elle est décédée moins d'1 an plus tard. Heureusement, nous pouvons encore profiter de ces films, et Labeled Lady est peut-être son meilleur. Capitaine Courageux, 1937. Capitaine Courageux est aussi épique qu'émouvant. Réalisé par Victor Fleming, cette adaptation du roman de Rudyard Kipling non seulement rend hommage au matériel d'origine, mais amplifie également son impact émotionnel avec une distribution exceptionnelle de MGM. Freddie Bartholomew joue le fils gâté d'un père riche et absent, interprété par Melvyn Douglas. Après être tombé par-dessus bord d'un navire, Freddie est secouru par l'équipage d'un bateau de pêche qui comprend Mickey Rooney, Lionel Barrymore et Spencer Tracy. La performance de Spencer Tracy en tant que Manuel, le pêcheur portugais, était si remarquable qu'elle lui a valu son premier Oscar. Tracy équilibre parfaitement la légèreté, la noblesse et une attitude terre-à-terre, rendant la transformation de Freddie d'un garçon égoïste à un jeune homme altruiste véritablement captivante. Ce film est une aventure familiale réconfortante qui aborde des thèmes universels. C'est une leçon intemporelle d'altruisme et un film d'aventure divertissant, ce qui explique pourquoi il résonne encore si bien près de 80 ans plus tard. Faites place à demain, 1937. Leo McCarey, connu pour des classiques comme The Awful Truth et Duck Soup, s'est également aventuré dans le drame avec Faites place à demain, un chef-d'œuvre acclamé par la critique mais peu connu. Sorti en 1937, le film offre une vision étonnamment réaliste d'une famille qui lutte pour s'occuper de ses parents âgés. Lorsque le couple perd sa maison, il doit emménager chez ses enfants adultes, chacun ayant ses propres problèmes. C'est une situation triste et réaliste qui semble tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Au lieu de dépeindre les parents comme de pures victimes et les enfants comme entièrement d'égoïstes, Macquarie présente une vue équilibrée. Le scénario montre les enfants essayant sincèrement d'aider, même si leur propre égoïsme s'interpose parfois. Les performances des merveilleux acteurs de caractère rendent la situation désespérée du vieux couple encore plus déchirante. Place aux jeunes est un mélodrame à la fois émouvant et subtilement drôle, se tenant aux côtés de chefs-d'œuvre comme Voyage à Tokyo en ce qui concerne la représentation du vieillissement. Le
Le prisonnier de Zenda, 1937. Le prisonnier de Zenda de 1937 est une aventure romantique qui rivalise avec les meilleurs films de cap et d'épée d'Errol Flynn chez Warner Bros. Réalisé par David O. Selznick, ce film présente Ronald Colman dans un double rôle en tant que futur roi et son cousin sosie, qui doit sauver la situation lorsque le frère maléfique, joué par Douglas Fairbanks Jr., tente d'empêcher son couronnement. Aux côtés de Colman, nous avons David Niven et C. Aubrey Smith en tant que loyaux compagnons du roi. Mais le véritable atout est Douglas Fairbanks Jr. dans ce qui pourrait être le meilleur rôle de sa carrière, Rupert de Hentzau, l'allié impitoyable de Michael. Madeleine Carroll et Mary Astor offrent également des performances exceptionnelles, avec Carroll dans le rôle de la charmante princesse Flavia et Astor dans celui d'Antoinette, l'amante dévouée de Michael qui est contrainte à la trahison. Le prisonnier de Zenda offre quelque chose pour tout le monde et a eu tant de succès lors de sa sortie que MGM l'a refait 15 ans plus tard. Mais comme dit le proverbe, rien ne vaut l'original. Vacances, 1938. Katharine Hepburn et Cary Grant ont joué ensemble dans 4 films, dont 2 sont de véritables trésors du cinéma américain, L'impossible Monsieur Bébé et Indiscrétion. Mais il y a un bijou moins connu parmi eux, Vacances. Réalisé par George Cukor, un collaborateur fréquent et ami de Hepburn, Vacances présente Grant dans le rôle de Johnny Case, un jeune homme réussi fiancé à l'héritière millionnaire Julia Seton, Doris Nolan. Johnny veut quitter son emploi et prendre quelques années de congé pour profiter de la vie. Un souhait qui est impopulaire auprès de sa fiancée et de son père. Pendant ce temps, le frère alcoolique de Julia, Ned, Lew Ayres, et sa sœur ouverte d'esprit, Linda, Hepburn, y sont tous favorables. Johnny se trouve tiraillé entre la sécurité et ses rêves, et alors qu'il navigue dans sa vie amoureuse, il commence à tomber amoureux de sa belle-sœur. Holiday est un charmant mélange de romance, de comédie et de drame. C'est une histoire émouvante sur le fait de prendre des décisions difficiles, de choisir l'indépendance et l'amour plutôt que la richesse et les attentes sociales. Les thèmes du film sont toujours pertinents aujourd'hui, et voir Hepburn et Grant briller ensemble est vraiment un plaisir. Remember the Night, 1940. 4 ans avant que le classique du film noir emblématique, Assurance sur la mort, ne sorte en salle, les stars légendaires Barbara Stanwyck et Fred MacMurray ont fait équipe pour la toute première fois dans ce conte de Noël souvent négligé sur la rédemption. Barbara Stanwyck joue le rôle de Lee Leander, qui, juste avant Noël, est arrêté pour vol à l'étalage à New York. Son procès étant reporté, le procureur adjoint John Sergeant, joué par Fred MacMurray, compatit avec elle et décide de l'accompagner chez lui dans l'Indiana pour passer les fêtes avec sa famille. Alors que la romance est clos entre eux, le procès imminent de Lee jette une ombre sur leur bonheur éphémère. Avec un scénario merveilleusement nostalgique de Preston Sturges qui mélange comédie, drame et romance sans devenir trop sentimental, Remember the Night rayonne de chaleur et de style sous la direction de Mitchell Leisen. Si Sturges voulait mettre en avant sa touche cynique caractéristique, Leisen l'a tempérée, transformant le film en une fable incroyablement touchante avec une fin étonnamment réaliste. Waterloo Bridge, 1940. Imaginez Scarlett O'Hara elle-même, Vivien Leigh, disant que Waterloo Bridge est son préféré parmi tous ses films, y compris l'épopée légendaire de la guerre de Sécession. Cette romance de l'époque de la Première Guerre mondiale a été tournée juste après son interprétation inoubliable en tant que la fougueuse belle du Sud, mais sa réputation a souffert de comparaisons injustes. Waterloo Bridge est un remake du film précode de 1931 du même nom. C'est une histoire d'amour tragique sur une ballerine qui devient prostituée à cause des difficultés de la guerre, et son fiancé officier britannique, qui semble revenir d'entre les morts. Le film met également en vedette la superstar de MGM, Robert Taylor, dans l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Leigh et Taylor forment l'un des couples les plus beaux jamais réunis à l'écran par Hollywood. Ils offrent des performances émouvantes sous la direction sensible de Mervyn LeRoy. L'un des moments forts est lorsque le couple danse sur Old Lang Syne dans un club éclairé à la bougie, juste avant le douloureux adieu de Taylor au service actif en France. Cela ne devient pas plus romantique que ça. Manhunt, 1941. Avant que Double Indemnity ne devienne un incontournable du film noir, Fritz Lang nous a présenté Manhunt, un drame de guerre qui mêle son style visuel sombre habituel à un scénario divertissant. Cette fois, Lang adapte le roman de 1939 de Geoffrey Household, Rogue Male.
Le film met en vedette Walter Pidgeon dans le rôle d'un chasseur britannique qui, après avoir été surpris en train d'essayer d'assassiner Hitler, se retrouve traqué par des agents allemands. En chemin, il rencontre une jeune prostituée jouée par Joan Bennett qui tente de l'aider à s'échapper. Manhunt offre un récit pertinent des dangers posés par le régime nazi alors que les États-Unis étaient sur le point d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux films de propagande classiques, l'écriture est intelligente et évite les clichés. Les nazis sont efficacement caractérisés grâce à l'impressionnante interprétation de George Sanders en tant que major de la Gestapo et à la prestation glaçante de John Carradine en tant que traqueur. Cependant, l'attention se concentre vraiment sur Pidgeon et Bennett. Pidgeon offre sa performance habituelle de qualité, passant sans effort des scènes légères à celles émotionnellement intenses. Bennett, qui a réalisé certains de ses meilleurs films avec Lang, est tout simplement charmant à voir. Avec son accent cockney et sa vulnérabilité sous-jacente, il est difficile de ne pas s'investir dans le parcours de son personnage. Dans l'ensemble, Manhunt est une expérience cinématographique captivante et unique. Il serait peut-être resté moins connu s'il n'avait pas souffert de comparaisons répétitives avec d'autres œuvres remarquables de Lang. Cette arme à louer, 1942. Veronica Lake est devenue célèbre dans les années 1940 en tant que femme fatale du film noir, mais ironiquement, parmi tous ces films, seule la comédie Sullivan's Travels est largement retenue aujourd'hui. Alan Ladd, un autre cas d'identification de genre erroné, est souvent associé au tireur solitaire du célèbre western Shane de George Stevens. Cependant, à son apogée, Ladd était en réalité un acteur principal célèbre dans le genre du film noir. Pour voir Lake et Ladd dans leur environnement naturel d'ombres et de crimes, vous devriez découvrir leur partenariat à l'écran. Le duo fascinant, associé en raison de leur stature similaire et menue, a tourné 7 films ensemble, dont This Gun for Hire est sans doute le meilleur. Dans le film, Alan Ladd incarne Philip Raven, un tueur à gages payé avec des billets marqués et qui finit par être en fuite de la police. Au cours de son voyage, il rencontre Ellen Graham interprétée par Veronica Lake, la petite amie du policier qui le poursuit jouée par Robert Preston. Ellen cache peut-être un secret elle-même. L'intrigue est pleine de rebondissements dans un style noir classique, mais n'est pas aussi complexe qu'un roman de Raymond Chandler. La tentative du réalisateur Frank Tuttle de créer un drame criminel stylisé touche toutes les bonnes notes, mais c'est le couple principal légendaire qui rend vraiment le film formidable. The More the Merrier, 1943. Bien que pas aussi célèbre que New York, Miami ou l'impossible Monsieur Bébé, plus on est de fous, plus on rit offre un voyage tout aussi délicieux et hilarant que les comédies loufoques les plus acclamées. Situé à Washington, D.C. pendant la pénurie de logements de la Seconde Guerre mondiale, Connie Milligan, jouée par John Arthur, est forcée de sous-louer son appartement au sergent Joe Carter, interprété par Joel McCrea, et à l'excentrique retraité Benjamin Dengle, joué par Charles Coburn. Benjamin commence à jouer les Cupidons pour le jeune couple. Jean Arthur, la comédienne la plus brillante mais malheureusement sous-estimée de son époque, brille ici au sommet de son art. Elle livre les répliques drôles du scénario avec un timing et un charme impeccables. Une des scènes les plus emblématiques est lorsque Connie explique ses rituels matinaux parfaitement planifiés à un Benjamin amusé, seulement pour que le vieil homme perturbe complètement son mode de vie trop organisé. Le film de George Stevens présente également le genre de romance que les amateurs de vieux films adorent. Joel McCrea incarne parfaitement l'homme fort et séduisant, en complément de la charmante comédie de Jean Arthur. La scène subtilement sexy sur le porche entre le couple est une leçon magistrale sur l'attraction sexuelle, sans avoir recours à un dialogue vulgaire ou à des images provocatrices. De plus, le toujours excellent acteur Charles Coburn a remporté son seul Oscar pour cette comédie. Il avait précédemment partagé l'écran avec Arthur dans la farce tout aussi remarquable The Devil and Miss Jones, et ensemble, ils élèvent leur chimie comique à un niveau supérieur dans ce film. Le portrait de Dorian Gray, 1945. Le roman inquiétant d'Oscar Wilde a été adapté à l'écran des dizaines de fois, mais trouver une version plus percutante que celle de 1945 réalisée par Albert Lewin reste un défi. Même avec la technologie moderne, nous n'avons pas trouvé un aspect plus approprié pour ce conte sombre que les superbes visuels en noir et blanc créés par le directeur de la photographie de MGM, Harry Stradling. L'histoire bien connue tourne autour d'un jeune homme qui vend son âme pour une jeunesse éternelle, ce qui fait que son portrait vieillit et se décompose à la place de son corps. Le film est raconté avec élégance et style, menant à son célèbre et terrifiant climax.
Les segments en Technicolor saisissants vus de la perspective de Gray ne sont pas là simplement pour plaire au public, comme c'était courant dans les films en noir et blanc lorsque la technologie couleur émergeait, mais ils renforcent réellement l'impact du film au fur et à mesure que l'histoire progresse. Donna Reed, Angela Lansbury, Peter Lawford et George Sanders jouent aux côtés de l'acteur relativement inconnu, Hurd Hatfield, dans le rôle de Dorian Gray. Bien que toutes les performances soient compétentes, Albert Lewin mérite des éloges pour avoir créé une ambiance aussi obscure que le livre original de Wilde. C'est ce qui fait du film un classique méconnu. Humoresque, 1946. Bien qu'elle ait remporté un Oscar pour Mildred Pierce en 1945, les talents d'actrice de Joan Crawford ont souvent été sous-estimés, surtout par rapport à sa rivale à l'écran, Bette Davis. Mais en regardant de plus près sa carrière, on trouve des perles comme Humoresque de John Negulesco, où Crawford prouve qu'elle est une interprète brillante quand elle a les rôles adéquats. Dans le drame de 1946, Crawford joue une mondaine problématique qui devient mécène d'un jeune violoniste, interprété par le pionnier du method acting de Hollywood, John Garfield. Leur style de jeu contrasté crée une chimie électrisante à l'écran. Alors que la carrière de Garfield s'élève, le personnage de Crawford commence à sombrer dans l'alcool et la névrose, ce qui entraîne des disputes accrues alors qu'ils nient tous deux leurs sentiments l'un pour l'autre. Humoresque est un mélodrame de premier ordre doté d'une bande sonore magnifique, composée par Franz Waxman. Il présente également une fin tragiquement poétique sur la plage qui a inspiré le clip vidéo de Madonna, The Power of Goodbye. Nightmare Alley, 1947. En 1947, l'idole des matinées Tyrone Power avait déjà prouvé qu'il était une star. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était montrer au monde et surtout à son studio qu'il était plus qu'un joli visage. Il voulait démontrer ses talents d'acteur. Pour cela, Power a entrepris un projet audacieux basé sur le roman de William Lindsay Gresham, Nightmare Alley. Dans ce film, il va à contre-courant, jouant Stanton Carlyle, un supposé mentaliste dont les manières trompeuses et l'ambition démesurée mènent à sa chute ultime. Avec un budget considérable et une distribution de stars, incluant Joan Blondell, Nightmare Alley se distingue comme un rare joyau du film noir. Contrairement aux films B typiques qui définissent le mouvement, le film d'Edmund Goulding est à la fois impeccablement produit et brillamment interprété. Mais ne vous y trompez pas, il est aussi noir que possible. On peut vraiment voir l'influence de l'expressionnisme allemand dans l'éclairage et la conception des décors, ce qui ajoute à l'ambiance hantée et décadente du film. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il est clair que le sort fatal de Stanton est scellé. Initialement incompris lors de sa sortie en salle, Nightmare Alley a lentement acquis la réputation d'un exemple exceptionnel de film noir. Cela vous fait vraiment vous demander combien Tyrone Power aurait pu accomplir de plus si la 20th Century Fox lui avait permis de montrer ses talents d'acteur plus souvent. Key Largo, 1948. De leur partenariat sur 4 films, le couple emblématique à l'écran et hors écran, Humphrey Bogart et Lauren Bacall, ont 2 classiques incontestés à leur nom, To Have and Have Not et The Big Sleep de Howard Hawks. Mais malheureusement, leur film noir de 1948, Key Largo, n'a pas connu le même niveau de renommée. Dans Key Largo, le Major Frank McCloud, joué par Bogart, décide de rendre visite à la famille d'un vieil ami décédé. À sa surprise, il trouve la veuve, interprétée par Bacall, et son père, joué par Lionel Barrymore, pris en otage par un gang dirigé par Johnny Rocco, un homme nerveux et sauvage interprété par Edward G. Robinson. Alors qu'une tempête tropicale approche, McCloud fait de son mieux pour empêcher Rocco de se lancer dans un carnage. Réalisé par le talentueux John Huston, Key Largo offre une narration pure et efficace avec d'excellentes performances de tous les acteurs. Les amateurs de films noirs apprécieront particulièrement Claire Trevor, qui a remporté un Oscar pour son rôle de l'amante alcoolique de Robinson. Son personnage décide d'aider les captifs souffrants après en avoir assez d'être maltraités. Si vous êtes un fan de Boji et Bacall, ou si vous appréciez simplement le cinéma classique, Key Largo est à voir absolument. C'est une aventure intense et palpitante qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Lettre d'une inconnue, 1948. Le réalisateur Max Ophuls, surtout connu pour ses chefs-d'œuvre européens comme Les boucles d'oreilles de Madame de et Lola Montes, nous offre un récit captivant d'amour perdu dans Lettre d'une inconnue. Situé dans la Vienne des années 1900, ce film est sans doute son meilleur travail américain.
L'histoire suit une jeune fille, jouée par Joan Fontaine, qui tombe amoureuse d'un pianiste volage interprété par Louis Jourdan. Racontée à travers des flashbacks, la narration commence alors que le protagoniste s'apprête à fuir un duel, mais s'arrête lorsqu'il reçoit une lettre d'un apparent inconnu. Fontaine brille dans ce rôle, offrant une performance merveilleuse, en tant que Liz Berndell. C'est peut-être même supérieur à son rôle oscarisé dans Soupçon d'Hitchcock. Louis Jourdan apporte du charme en tant que fripouille Stéphane Brand, mais c'est vraiment le film de Fontaine. Sa seule concurrence pour les applaudissements est la mise en scène élégante d'Ophuls et le travail exquis du département artistique. Bien que indéniablement romantique, le film explore aussi sobrement la nature éphémère de la passion. L'amour illusoire de Lise contraste fortement avec la dure réalité de Stéphane. L'être d'une inconnue est un film unique en son genre, magnifiquement tourné par un maître des récits d'amour d'époque. Il mérite certainement un public plus large. Caged, 1950. Caged est un drame de prison pour femmes avec une cinématographie de film noir marquée, mettant en vedette Eleanor Parker, célèbre pour La Mélodie du Bonheur, dans une performance nominée aux Oscars. Elle joue Mary Allen, une jeune fille qui perd son innocence dans l'environnement terrifiant d'un pénitencier des années 1950. La transformation de Mary est le point fort du film. Elle évolue d'une adolescente confiante à une femme endurcie et méprisante de manière tout à fait crédible, ce que peu de ses pairs pourraient réussir. Parker était tellement immergée dans son rôle qu'elle s'est réellement rasé la tête pour une scène choquante où Mary est punie pour une supposée transgression. C'était un geste courageux et rare à l'époque du système de studio, où les actrices devaient généralement maintenir leur beauté physique. Les Indomptables, 1952. The Lusty Men pourrait ne pas être largement connu, et son titre effrayant pourrait l'empêcher d'être mieux reconnu, mais c'est un film remarquable sur la vie de rodéo dans les années 1950. Réalisé par Nicholas Ray, le film est axé sur les personnages et tourne autour d'un ancien cavalier joué par Robert Mitchum. Il se lie d'amitié avec un cow-boy et sa femme, interprétés par Arthur Kennedy et Susan Hayward, et convainc l'homme qu'il peut en faire une vedette du rodéo. Ce qui commence comme une bonne affaire pour les deux parties mène rapidement à un conflit lorsque Hayward et Mitchum deviennent inévitablement attirés l'un par l'autre et que Kennedy réalise qu'il aime en fait la vie de rodéo plus qu'il ne le pensait, malgré avoir promis à sa femme réticente que ce ne serait qu'un emploi temporaire. The Lusty Men est aussi réaliste que divertissant, avec des images fantastiques de rodéo et de beaux paysages de l'Ouest américain. Bien qu'il puisse être un peu difficile à trouver, cela vaut complètement l'effort pour son portrait authentique et sa profondeur émotionnelle. Love Me or Leave Me, 1955. Situé dans le Chicago des années 1920, Love Me or Leave Me raconte l'histoire d'une femme entretenue qui atteint le sommet en tant que chanteuse de jazz grâce à l'influence de son mari gangster. Imaginez beaucoup d'alcool et des vêtements provocants. Ce n'est certainement pas le film typique de Doris Day. Aux côtés de James Cagney, Doris Day relève le défi de jouer Ruth Etting dans une reconstitution quelque peu fictive de sa carrière et de sa vie privée tumultueuse. Ce rôle est un changement majeur par rapport à son répertoire de comédie romantique. Day livre probablement sa performance la plus impressionnante, apportant un style de jeu naturel et instinctif qui donne vérité au rôle. Elle évite magistralement de transformer Ruth en caricature. James Cagney, dans son dernier rôle de gangster à l'écran, est puissant et dominateur en tant que Marty the Gamp Snyder, un homme brutal et jaloux dont l'intensité est vraiment effrayante. Le couple principal, Ruth et Marty, apporte une pure tension et passion à l'écran. De plus, le film présente de superbes numéros musicaux, comme les interprétations de Day de la chanson-titre et 10 Cents a Dance. Le réalisateur Charles Vidor opte pour une ambiance plus sombre, à l'image de son film noir classique Gilda. Et c'est un choix qui se révèle payant. Aime-moi ou quitte-moi se distingue comme un mélange captivant de musique, de drame et d'éléments de film noir. The Bad and the Beautiful, 1952. Bien que The Bad and the Beautiful ait remporté 5 Oscars en 1953, le drame de Vincent Minnelli sur l'industrie du cinéma ne reçoit pas la même reconnaissance que ses célèbres comédies musicales. Ce conte sombre explore les aspects peu glamour de la vie dans le vieux Hollywood, en se concentrant sur un producteur impitoyable nommé Jonathan Shields, interprété par Kirk Douglas. À travers des flashbacks, 3 de ses anciennes connaissances, une actrice en difficulté interprétée par Lana Turner, un romancier joué par Dick Powell et un réalisateur dépeint par Barry Sullivan, racontent comment Shields aurait supposément ruiné leur vie. Le film est rempli de grandes performances des acteurs principaux et du casting de soutien,
y compris Gloria Graham, qui a remporté un Oscar pour son rôle en tant que femme vive de Powell, et Gilbert Roland en tant qu'amant latin fictif. Le film Les Ensorcelés n'atteint peut-être pas les mêmes sommets que Boulevard du Crépuscule, en ce qui concerne les films sur les films, mais c'est tout de même un excellent divertissement. Il expose courageusement un aspect rarement vu de Tinseltown pendant l'époque des studios. Une époque en faisant une œuvre exceptionnelle à regarder. They Live by Night, 1948. They Live by Night est un film noir captivant réalisé par Nicholas Ray, avec les talentueux Farley Granger et Katie O'Donnell, dans des rôles remarquables. En 1948, les deux acteurs étaient bien établis, mais ce film leur a offert une plateforme pour montrer leur profondeur et leur polyvalence au-delà de leur rôle typique. L'histoire tourne autour de la romance passionnée et tumultueuse entre Joe Grandel, Farley Granger et Shelley Gear, Katie O'Donnell. Joe est un vagabond au passé troublé, tandis que Shelley est déterminée à échapper à sa vie de petite délinquance et à construire un avenir ensemble. Leur parcours est semé d'obstacles, y compris des forces de l'ordre implacables et les dures réalités de leur environnement, qui mettent finalement à l'épreuve la force de leur amour et de leur engagement. They Live by Night se distingue par sa représentation brute de l'amour jeune et de la rébellion, sur fond de l'Amérique d'après-guerre. La direction de Nicholas Ray apporte un réalisme poétique au récit, mêlant des visuels stylisés à une authenticité émotionnelle. L'utilisation innovante du film de flashbacks et de narration non linéaire était en avance sur son temps, influençant les futures générations de cinéastes. Malgré ses critiques élogieuses, They Live by Night n'a pas connu un succès commercial significatif lors de sa sortie. Il a été éclipsé par d'autres films noirs de l'époque. Mais au fil des années, il a été réévalué et salué pour ses performances émouvantes et sa narration poignante. Aujourd'hui, il est célébré comme un exemple quintessentiel de film noir centré sur les personnages, mettant en lumière les luttes et les aspirations de ses protagonistes d'une manière qui résonne profondément avec le public moderne. The Big Clock, 1948. The Big Clock est un thriller à suspense magistralement conçu, réalisé par John Farrow, avec des performances marquantes de Ray Milland et Ozakinen. Bien que ce film ne soit pas aussi largement reconnu que certains de ses contemporains, il offre un récit captivant et des études de caractère incisives qui le placent fermement parmi les classiques sous-estimés de l'âge d'or d'Hollywood. L'intrigue se concentre sur George Strager, Ray Milland, l'éditeur d'un grand magazine qui se retrouve impliqué dans une enquête complexe de meurtre. Lorsque sa secrétaire, Eve Perkins, Ozakinen, est retrouvée morte, George devient le principal suspect. Alors qu'il s'enfonce dans le mystère, George découvre un réseau de tromperie, d'espionnage industriel et de vendetta personnelle qui menace de détruire sa carrière et sa vie. Le grand horloger excelle par son scénario serré et sa mise en scène tendue, maintenant le suspense du début à la fin. Ray Milland livre une performance nuancée en tant que rédacteur accablé, exprimant à la fois sa détermination à prouver son innocence et la pression croissante à laquelle il est confronté. L'interprétation d'Eve par Ozakinen ajoute des couches d'intrigue, faisant d'elle une figure centrale et énigmatique dans l'histoire. La réalisation de John Farrow garantit que chaque scène est méticuleusement conçue avec un sens aigu du détail et du rythme qui maintient les spectateurs en haleine. L'exploration des dynamiques de pouvoir dans le monde de l'entreprise et de la fragilité de la réputation donne une profondeur psychologique qui distingue ce film des thrillers typiques de l'époque. À sa sortie, The Big Clock a reçu des critiques positives pour son récit intelligent et ses performances solides. Cependant, il n'a pas atteint la renommée durable d'autres classiques du film noir, en faisant un trésor caché pour les amateurs de cinéma. Ces dernières années, critiques et spectateurs ont redécouvert le film, appréciant sa narration sophistiquée et la superbe alchimie entre Milland et Keenan. The Big Clock est désormais reconnu comme un exemple remarquable du cinéma de suspense du milieu du XXe siècle, méritant une place de choix dans toute collection de films classiques. The Narrow Margin, 1952. The Narrow Margin est un film noir remarquable, réalisé par Richard Fleischer, qui passe souvent inaperçu, malgré sa réalisation magistrale et son récit captivant. Sorti en 1952, ce thriller à suspense met en vedette Charles McGraw et Arlen Dahl dans des performances captivantes qui élèvent le film au-delà des conventions de son genre. L'histoire tourne autour de Mike Gannon, Charles McGraw, un détective coriace et déterminé chargé de protéger un témoin clé. Edith Van Sloan, Arlen Dahl, lors de son voyage pour témoigner contre un puissant mafieux.
Alors qu'ils traversent la nuit dans un train en direction d'une confrontation judiciaire, ils se retrouvent sans cesse poursuivis par des membres de gangs acharnés à éliminer le témoin. Ce qui distingue The Narrow Margin est son rythme méticuleux et son décor claustrophobe, principalement confiné à l'obscurité. Confiné. Les espaces d'un train. La réalisation de Richard Fleischer crée une intense tension grâce à un cadrage serré et une utilisation stratégique des ombres, renforçant l'esthétique du film noir. La chimie entre McGraw et Dahl est palpable, ajoutant de la profondeur émotionnelle à la tension extrême. Bien que recevant des critiques positives pour son récit tendu et sa cinématographie atmosphérique, The Narrow Margin n'a pas obtenu la reconnaissance générale qu'il méritait lors de sa sortie. Cependant, au fil des ans, il a été apprécié par les amateurs de films noirs et les critiques pour son savoir-faire et sa tension persistante. Aujourd'hui, il est célébré comme un exemple par excellence du genre, montrant comment une narration efficace et des performances fortes peuvent créer un thriller intemporel. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers certains des classiques les plus sous-estimés d'Hollywood. Ces films nous rappellent le pouvoir incroyable du cinéma pour captiver et inspirer à travers les générations. Lequel de ces joyaux regarderez-vous en premier? Faites-le nous savoir dans les commentaires.